14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Je vous pose une question, est-ce que vous croyez au hasard? Vous savez, ce petit événement tout à fait imprévisible, inattendu, qui tout à coup va changer un peu le cours de notre existence. Alors certains appellent ça la chance, ou aussi la malchance, parce que ce hasard, il n'est pas toujours bienveillant. Eh bien, mon invité a trouvé un nom que je trouve pas mal, il appelle ça les heureux hasards. C'est Gilles Le Gardinier qui est avec nous, alors il n'est pas thérapeute, il est écrivain, il est également cinéaste et il nous enchante dans son dernier livre qui s'appelle La compagnie des heureux hasards. Et il nous raconte comment justement la vie des gens peut basculer parfois grâce à l'appui de quelqu'un. Alors je vous propose de venir me raconter ce qui un jour, ou pourquoi pas une nuit, quelque chose ou quelqu'un a bouleversé votre quotidien, à moins que ce ne soit vous qui ayez bouleversé le quotidien de quelqu'un d'autre. Parce que nous aussi, on a la chance d'aider un proche ou même parfois un inconnu par un geste, un mot. Et ça fait du bien, parce que ça nous fait du bien à nous aussi, parce qu'en échange, on récolte une meilleure estime de soi-même, sans doute. Je vous invite à venir témoigner, pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez également, si vous le voulez, nous envoyer un petit SMS pour nous raconter cette anecdote. Brigitte 7 20 18. Gilles Le Gardinier, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour Brigitte, merci de m'accueillir. Ça s'appelle La compagnie des heureux hasards, mais je crois pas qu'on fasse la liaison. Non, normalement non. Mais je fais exprès de la faire justement parce qu'il y en a beaucoup dans ce livre. C'est aux éditions Flammarion. Alors en couverture, il y a des chiens, des chats, des animaux. Alors je sais que moi j'aime beaucoup les animaux et je sais que beaucoup d'auditeurs aussi aiment les animaux. Alors on se demande un peu pourquoi, et puis on le découvre au fur et à mesure du livre. Alors on va pas raconter le livre parce qu'il faut laisser au lecteur le plaisir de le découvrir, parce qu'au début on sait pas très bien où vous nous emmenez. J'aime bien ça. J'aime bien que les gens me fassent confiance et je vais prendre soin d'eux. Et les animaux sont un bon miroir de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Et effectivement, ils ont un rôle important dans ce livre-là. Ils nous ramènent souvent à notre humanité. Et à la nature. Clair, faut pas la quitter. Oui. Exactement. Alors, ce livre est très différent. Vous étiez venu l'année dernière pour un autre livre. Ce livre est très différent. C'est un livre que je dirais très positif. Vous avez envie de sortir un peu de ce marasme actuel. Eh bien, lisez La compagnie des heureux hasards et ça vous fera du bien. Et ça montre aussi, quoi qu'on en dise, qu'il y a toujours quelque chose de bon chez l'être humain. Je suis certain, en tous les cas, oui, j'en suis convaincu. Et l'idée de l'histoire, c'est vraiment de rappeler qu'on peut. C'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui à oublier la capacité qu'on a à changer les choses. Mais l'histoire très humaine, mon but était vraiment de raconter des gens qui, en fait, décident de faire par eux-mêmes quand ils ont envie d'améliorer et de ne pas attendre que ça se fasse. Oui, le petit coup de pouce qui semble être du hasard, mais qui en fait est quand même téléguidé par quelqu'un, en gros. Sans vouloir raconter ce qui se passe dans le livre, c'est un peu ça l'histoire. Souvent, on a toujours des gens qui en fait organisent notre vie un petit peu. Alors ça peut être les parents pour les enfants, ça peut être les amis pour les amis, ça peut être des gens qu'on aime, mais on peut toujours être l'instrument positif du destin. Mais on va prendre un exemple qui correspond bien à l'émission et qui est pas très loin de ce que vous racontez à un moment dans le livre. Par exemple, on a un ami et on sait qu'il est un peu amoureux de quelqu'un qu'on connaît mais pas très bien. Comme par hasard, un heureux hasard, on va s'arranger pour qu'ils se rencontrent à un dîner chez nous. Et puis là, forcément, la sauce va prendre. Combien de couples se sont formés comme ça? Non, mais c'est ça, en fait. C'est aider la vie, quoi. Oui, tout à fait. Aider la vie, c'est exactement ça. Et dans ce livre, il y a votre héroïne, si je puis dire, celle qu'on suit, et qui au début est assez malheureuse en fait, puisque elle a été plus ou moins plaquée par son mec. Et tout doucement, grâce à le bien qui se fait autour d'elle et qu'elle fait aussi, on sent qu'elle retrouve le sens de sa vie. Ouais, elle en est à une phase qu'on traverse tous un moment. Elle est au moment où elle se demande quel est l'intérêt de l'existence. Elle est au moment des désillusions, des trahisons. Et en fait, elle change de travail à ce moment-là. Elle intègre une équipe et elle va rencontrer des gens qui ont une activité qui n'est pas exactement professionnelle. Elle va s'en rendre compte et elle va avoir envie de les rejoindre. Et alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans votre livre quand vous parlez du regard des chiens.
Et je me suis fait cette réflexion. Vous savez, moi, j'ai toujours envie de trouver des explications à tout. Et souvent, on me dit que j'ai un regard très, très, très fort, très chaleureux, etc. Vous avez à peu près la même couleur d'yeux que moi, donc un peu le même regard. Et en fait, on a des regards un peu de chien. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Ça surprend peut-être certains d'auditeurs qui nous écoutent parce qu'ils n'ont pas de chien, mais vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Il y a quelque chose. En fait, l'affectivité de quelqu'un se traduit dans son regard. Et en fait, un animal, particulièrement un chien, un chat peut être plus observateur, mais un chien a quelque chose de l'attente de l'autre. Et alors, je sais pas vous, je me permettrai de pas qualifier votre regard, mais ça me surprendrait pas de ma part, parce qu'en fait, quand je regarde les gens, j'ai à la fois envie d'eux, envie du contact, il y a quelque chose de l'attente. Alors, on me jette pas un bâton, mais, pour le coup, j'attrape toutes les balles. Oui, non, mais c'est exactement ce que je pensais tout à l'heure en vous regardant, puisqu'on a échangé avant l'émission. Et j'ai vu cette chaleur dans votre regard, et je me suis dit, ça doit quand même... Alors, c'est peut-être notre tempérament, mais c'est peut-être aussi la couleur des yeux. Un regard bleu comme un regard de chat. Les chats, ils ont pas les yeux marron foncés. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est peut-être plus spectaculaire avec les yeux clairs, mais vous avez des regards clairs qui sont extrêmement chaleureux, vous avez des regards clairs qui sont glaçants, et vous avez des regards sombres qui sont effrayants, et d'autres qui sont très chaleureux. Je crois que ça s'accompagne d'autre chose que de la couleur. Je pense qu'on passe vraiment un truc par... Ah oui, vraiment. Moi, j'ai l'impression, mais bon, peut-être que je me trompe, je sais pas. On va lancer l'appel. Hein. Ouais. Est-ce que vous trouvez que les regards, que la couleur des yeux a une influence sur l'expression de chaleur et d'attente? On va leur lancer on verra bien ce qu'ils nous racontent. C'est intéressant d'avoir l'avis des auditrices et des auditeurs, oui, tout à fait. Et alors, pour conclure notre petit échange sur le regard, je lis « Je te souhaite ensuite, comme moi, d'atteindre le moment béni où tu n'as plus besoin du regard des autres pour savoir qui tu es. » Oui. C'est un peu ça aussi dans votre livre que vous avez envie d'expliquer. C'est que quand on est jeune, c'est normal d'avoir besoin du regard des autres pour se sentir aimé, exister. Et un jour, peut-être, on cherche toujours l'assentiment pour se rassurer. Mais en fait, le moment de la liberté, c'est le moment où on n'a plus besoin de ça. Et c'est un moment où l'action devient un prolongement du choix. C'est vraiment le moment de liberté. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Et l'histoire parle de ça. On se construit à travers le regard des autres. Et à un moment donné, on doit être construit et on doit ne plus avoir ce besoin. Alors après, qu'on ait besoin d'être en relation avec les autres, évidemment. Hein, je crois qu'on n'est pas des animaux solitaires. Surtout pas. Faut pas. On est des animaux grégaires. Ouais. Alors, avant de donner la parole à ceux qui nous écoutent et qui vont nous raconter un petit peu leur heureux hasard, qu'est-ce qui vous a donné envie? Le livre, de quoi c'est parti? C'est toujours intéressant, je trouve, de demander à un écrivain qu'est-ce qui... C'est gentil. Vous disiez qu'il était très différent du précédent. Du dernier, oui. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est placer des caractères forts dans des circonstances qui les noient. J'ai une fascination pour les gens qui devraient couler et qui continuent à nager. Et le précédent, c'était un autre décor. Mais là, en fait, il y avait quelque chose de très quotidien. C'est-à-dire qu'on est dans une époque qui a tendance à tuer un petit peu l'espoir, qui a tendance... Alors, vous avez soit des gens très, très positifs, mais presque artificiellement, parce que l'époque écrase un peu ça, qui continuent à y croire. Mais il y a des vraies raisons qui nous permettent d'avancer et d'y croire, à condition d'être en contact avec ceux qui font. Parce que c'est dans l'action qu'on construit, c'est pas en se répétant des choses. Et j'avais vraiment envie de quelque chose dans un quotidien, avec des gens qui soient entre guillemets normaux, si ce mot peut exister, s'agissant des individus. Enfin, des gens du quotidien, enfin, pas des politiques, des artistes ou des gens dans les médias. Et de voir ce qu'on peut faire ensemble, même à ce qu'on pense être un petit niveau, alors qu'en fait c'est le vrai niveau de la vie. C'est exactement ça, oui. Tout à fait. C'est un livre qui montre que notre voisin, la personne qu'on croise dans la rue, c'est peut-être quelqu'un avec qui on peut tout d'un coup faire un pas vers le haut. On peut faire des bons coups, plus que des sales coups. On vous invite à venir nous raconter vos heureux hasards. 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes aujourd'hui avec le Gilles Le Gardinier qui nous présente son dernier livre, La Compagnie des Heureux Hasards, aux éditions Flammarion, et vous invite justement à nous raconter peut-être quelque chose dans votre vie qui a été un heureux hasard. Bonjour Delphine, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Gilles. Bonjour. Ah oui, alors les heureux hasards, moi j'en ai eu plusieurs grâce à mon chien. Ah on reste dans le... Oui, ça m'a parlé quand vous avez parlé des animaux, dans votre livre qu'il y a des chats, des chiens. Et heureusement qu'on les a avec nous, parce que je trouve qu'ils nous apportent tellement. Alors, c'est pas un livre sur les chiens et les chats, je précise bien, c'est vraiment une histoire. Mais en effet, on en parle à un moment donné. Et donc, vous avez... Alors, racontez-nous, qu'est-ce que votre chien... Moi, j'ai adopté un chien à la SPA des Baux-de-Provence. Oui. Parce que je me suis retrouvée, j'avais déménagé pour suivre mon conjoint, donc j'arrivais dans la Provence, dans un petit village de 4200 habitants qui s'appelle Rognona, où je ne connaissais personne, je n'avais plus d'emploi, j'avais pas ma famille, et c'était un peu difficile parce que je suis native du Nord, et la mentalité du Nord et la mentalité du Sud, c'est très différent. Donc ça a été un peu difficile. Et puis j'ai adopté un chien qui m'a fait rencontrer plein de gens en fait. Bien sûr. Il était fugueur. Donc il avait son collier avec mon numéro de téléphone et il m'a fait rencontrer une dame qui habitait en fait derrière le champ de ma maison et qui était native du Nord. Donc c'était rigolo parce que c'était aussi quelqu'un du Nord. Oui, sans la fugue du chien, vous ne l'auriez peut-être jamais vraiment rencontré. Voilà. Et c'était une dame qui m'a apporté beaucoup. Malheureusement, elle est décédée. Et maintenant, c'est mon étoile. C'est ma petite Anne. Et grâce à Adox, mon chien, donc de ce coup-là, j'ai rencontré plein de gens dans mon village et partout en fait, parce que je l'emmenais partout avec moi. Après, j'ai rencontré Patrick qui faisait des brocantes, des vides-greniers et c'était son copain. Alors Adox n'aimait pas beaucoup, il ne prenait pas à manger dans la main. Il fallait laisser sa gamelle, le laisser, et il mangeait pas devant nous. Bon, est-ce que ça venait de la SPA? Je ne sais pas. Et mon copain Patrick, c'était le seul être humain à qui Adox acceptait de manger dans sa main. Ça, c'est fabuleux, ça. Ouais, c'est le seul. Il l'a jamais refait après. C'était que Patrick. Les animaux ont cet instinct de sentir la nature profonde des gens et... Moi, je le dis toujours. Alors là, on va parler des chiens, mais si un animal se méfie de quelqu'un, j'ai tendance à m'en méfier. Oui, c'est ce que moi je leur fais énormément confiance. Et donc, Adoc va bien? Alors Adoc est décédé, ça va faire 3 ans. Ok. Et alors je vais vous dire, c'est bizarre parce que depuis 2 ans. On a une petite chienne malinoise qui habitait dans un champ à côté, chez un maraîcher, qui était toujours toute seule et qui a fini à la maison. Et j'ai une amie qui me dit, mais Delph, c'est une réincarnation d'Adox, c'est pas possible. Parce que elle m'apporte énormément, mais il y a des choses qu'elle fait comme Adox faisait. Alors ça vient peut-être du mimétisme vis-à-vis de vous, parce que le chien est très mimétique avec son maître. Quelle que soit la race, on voit souvent les chiens différents qui sont quand même qui ont toujours un peu le même moule. Donc c'est sans doute votre comportement qui peut-être. Alors oui, toujours. J'adore. Je vais les promener derrière chez moi. Il y a tous des champs. Oui. Il y a les maraîchers qui passent avec son 4x4. Et Maya reste à côté de moi. Et une fois que la voiture est un peu loin, donc c'est bon, elle peut balader. Elle court comme une folle après le 4x4 pour essayer d'attraper les pneus. Adox faisait ça. Oui, ça c'est pas vous qui vous êtes amusé à attraper les pneus du 4x4. On ne sait pas, Brigitte. C'était un chien qui était très mère-poule. Il nous a récupéré des petits chatons qu'on a dû soigner, mais qu'il venait nous réveiller pour dire c'est l'heure de la tétée, parce qu'il fallait leur donner le biberon. Maya est pareil. Alors, ici à la maison, on a 3 chats, on a 2 chiens, parce qu'on a le compagnon d'Adox qui est un petit cairn aussi Odéon qui est âgé. Maya s'entend très bien avec. Elle est un peu trop protectrice envers lui, parce qu'elle est grande, Maya. C'est un malinois, donc elle est assez imposante, mais elle est d'une gentillesse incroyable. Avec les enfants, c'est pareil, très protectrice.
comme Adox. Mais on peut dire que vous êtes aussi le heureux hasard de votre deuxième chienne, là, ouais. Ah Parce qu'en fait, elle vous a choisi un petit peu. Oui, elle m'a choisi, oui. C'est parce qu'elle était, elle était pas, je vais pas dire qu'elle était maltraitée, mais elle était seule, elle était attachée dans un champ. Moi j'allais lui donner à manger, je la sortais dès que le maraîcher avait le dos tourné, j'allais la chercher avec Odéon, puis j'allais la promener un peu. Puis elle a fini à la maison. C'est bien d'avoir été son heureux hasard. Ah c'est joli. Elle le sait. Alors là, à l'heure actuelle, je vous parle. J'ai Belle qui est avec moi, donc c'est la deuxième. C'est un chien que le maraîcher a pris après Maya. Et Belle, elle se sauve la nuit, donc elle arrive chez moi avec sa chaîne. Et là, elle passe la journée à la maison. Je pense que les chiens le sentent aussi. Vous vous entendez bien avec votre voisin maraîcher ? Oui. Ça se passe bien ? Il a vu mon mari ce matin, il a dit je viendrai la chercher ce soir. Très bien. Mais il faut peut-être lui dire d'arrêter de prendre des chiens, parce que c'est je lui ai déjà dit, Brigitte, malheureusement, il continue. Oui, ça c'est une autre histoire. Une autre histoire. Mais donc, pour vous dire que Adox m'a amené à faire de la radio. J'ai rencontré une dame qui oui, mais votre témoignage est intéressant parce qu'en effet, un animal de compagnie, c'est de la compagnie pour soi, bien sûr, mais ça amène aussi, surtout les chiens qu'on va promener, parce que les chats, parfois, ils vont se promener tout seuls. C'est clair. Mais bien sûr, et même dans les villes, d'ailleurs, c'est parfois On va s'arrêter devant quelqu'un qui promène son chien. C'est quoi comme race ? Il est gentil. Est-ce que je peux le caresser ? Et c'est vrai qu'on va plus, en tant qu'humain, on va s'arrêter devant des gens, mais on va pas s'arrêter des gens qui se baladent. On s'arrête pas devant un landau en disant est-ce que je peux caresser votre enfant ? Non, ça serait très mal vu et ça pourrait être porté à conséquence, évidemment. Bien, écoutez, merci Delphine de ce témoignage qui en effet est un heureux hasard. Hein. Vous êtes d'accord, Gilles ? Oui, complètement, oui. Oui. Et je crois que vous vouliez me raconter un de vos heureux hasards. J'ai un secret à vous confier, Brigitte. Secret ? La dernière fois que vous avez eu la gentillesse de m'inviter ici, je portais un Holter, un appareil médical pour mesurer en permanence la tension. Je venais de découvrir ce qu'était un cardiologue. Il m'avait prescrit ça. Donc, le hasard a voulu qu'il me prescrive le Holter, que je le mette le matin où on avait rendez-vous. Donc, évidemment, je l'avais sur moi. Et j'étais à la fois très touché que vous m'invitiez. J'avais envie d'être à la hauteur de l'esprit que vous incarnez dans cette émission et de vos auditrices et de vos auditeurs. J'apprécie vraiment. Et donc, j'étais un petit peu au taquet. Et en fait, quand ils ont décodé les résultats, pendant les 2 heures où j'étais en plateau avec vous, Brigitte, j'avais les symptômes d'un mec qui va faire une attaque cardiaque. Ah. Et donc, en fait, j'ai survécu. Hein. Oui, je vois tout ça, va bien. Oui. Mais j'ai trouvé ça tellement drôle que ça tombe le jour. Juste les 2 heures. Ah, mais oui, c'était drôle. Oui. C'était vraiment très drôle. Donc, et j'imagine que le cardiologue s'est inquiété. Il a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait entre... Il m'a demandé. Je lui ai dit, j'étais à la radio. Ce qui montre bien que le stress qu'on peut avoir fait augmenter notre rythme cardiaque. Ou l'implication. Tout ce qui demande effectivement une attention ou un engagement, effectivement, ça nous fait battre le cœur plus vite. Ça, on le sait tous. Bien sûr, on le sait tous. Merci de ce secret qu'on ne révélera à personne, évidemment. C'est certain. Évidemment. Eh bien, on va continuer. Venez nous raconter vos heureux hasards, quels qu'ils soient, parce que c'est ça aussi la vie. La vie des gens, elle est parfois même encore plus riche que ce qu'on trouve dans les romans. Et peut-être que ça vous donnera des inspirations pour une suite, qui sait. En tout cas, dans un instant, on se retrouve également avec le Love Conseil. Et on va essayer d'interpréter nos disputes. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Gilles Le Gardinier, on va interpréter nos disputes. C'est vrai qu'on aimerait tous vivre en couple et ne jamais se disputer. Et en fait, c'est pratiquement impossible. Et ce serait même un peu inquiétant parce que soit ça signifierait une certaine indifférence, ou alors ça signifierait que on fait tout pour ne pas se disputer, c'est-à-dire qu'on met tout sous le tapis, quoi. Donc la dispute, malheureusement, elle est pratiquement inévitable. Et ce qui est important, c'est d'interpréter au mieux le pourquoi des disputes, parce que comme ça, non seulement on en évitera certaines, mais elles seront également révélatrices de l'amour qui unit encore le couple, parce que la dispute, c'est pas un signe d'un manque d'amour, c'est le signe d'un dysfonctionnement dans la relation. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui. Pour moi, la dispute, c'est vraiment le barrage qui accumule l'eau et qui cède. Oui, et puis c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu assez de communication en amont. Donc il y a des rancœurs qui s'installent, et puis à un moment donné, vous avez raison, c'est comme un barrage qui claque. Donc la dispute, elle parle de nous, elle parle de nos blessures, de notre insatisfaction dans le couple. Hein. Et bien souvent, la dispute, c'est une colère non exprimée, qui tout d'un coup se traduit par une sorte d'exagération, soit parce qu'on n'a pas osé demander quelque chose, soit parce qu'on a été blessé, qu'on n'a pas osé s'en expliquer. Donc peut-être que c'est mieux, pas sur le moment, parce que quand on est en train de se disputer, de toute façon, l'émotion l'emporte sur la raison, mais ensuite, c'est peut-être bien de comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette dispute et qu'est-ce qu'il y avait derrière cette dispute, quel besoin, quel désir, quelle attente, et ça vous permettra d'éviter à nouveau une dispute, parce que si vous n'avez pas compris pourquoi vous vous êtes disputé, vous allez vous redisputer, parfois pour quelque chose qui est totalement éloigné de la vraie raison de la dispute. Complètement, qui devient un prétexte, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va avancer, parce que parfois on peut se disputer le soir avec son partenaire, mais parce qu'on avait envie de se disputer avec son collègue et on n'a pas osé, ou avec son patron, et c'est le mari qui prend le soir. Bon, ça c'est intéressant aussi de le comprendre, parce qu'à ce moment-là, on peut quand même peut-être s'excuser auprès du mari qui a été le bouc émissaire de quelque chose qui ne le concerne absolument pas. Je pense que l'essentiel, ça reste de laisser couler la rivière, en fait. C'est-à-dire de ne pas attendre que le barrage se remplisse. Ce serait l'idéal, oui. Et pour ça, si vous voulez éviter de vous disputer, il faut déjà apprendre à dire non plus calmement avant que ça puisse plus sortir. Il faut accepter de dire quand vous avez quelque chose qui vous a blessé. Sinon, en effet, le vase se remplit, et quand il déborde, la dispute est inévitable. Bref, donc c'est important de comprendre ça, et puis ne pas s'inquiéter quand on se dispute. C'est pas un manque d'amour, c'est un manque de compréhension, de communication. C'est un manque, certes, mais c'est pas un manque d'amour. Complètement, ouais, vraiment. Parce que sinon, quand on n'aime plus, on se dispute plus. C'est le pire. Vaut mieux. On peut s'aimer en se disputant souvent. Ouais. Et on continue avec Frédéric qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci bonjour. De prendre la parole. Bonjour Gilles. Bonjour Frédéric. Alors, vous faites des sujets tellement passionnants. On pourrait parler pendant des heures pour étayer de ces sujets. Moi, j'aimerais bien parler par rapport au hasard. Oui. Pour moi, donc, jusqu'à ma prise de conscience, j'y suis vraiment, et suite à mon film Saint-Jacques de Compostelle, j'ai pu m'apercevoir que il n'y avait pas de hasard, que j'avais l'impression que ce qui m'arrivait au préalable et à l'instant présent, c'était en fait comme ordonné, ou je sais pas, ou c'était des choses naturelles qui devaient se passer. D'accord, donc c'est votre chemin de Compostelle qui vous a fait prendre conscience que le hasard n'existe pas. Ah non, pour moi, il n'existe absolument pas. Et si on arrive, et même les choses, au lieu de parler de hasard heureux, il peut y avoir dans le malheur, quand on a la prise de conscience et on fait l'alchimiste, on peut arriver à trouver quelque chose de bon dans tout ce qui se passe. Bien sûr. Voilà. Et donc, pour vous dire, quand vous parliez des regards des animaux, par exemple, oui. Il y a Edgar Tolle, que vous devez connaître, qui écrit dans son livre du moment présent que les animaux sont plus proches de Dieu, entre guillemets, Dieu, de la vie. C'est que, en fait, les animaux, ils n'ont pas ces préjugés, ils n'ont pas ces attentes, ils sont dans l'instant présent. C'est vrai. Et moi, j'ai pu voir chez l'humain, grâce à ce chemin, la lumière au travers du regard. Et je me trompais jamais. Chaque fois que je posais la question, que je voyais cette personne illuminée, que je voyais pas illuminée au sens, vous voyez ce que je veux dire, cette lumière dans son regard, je posais la question de savoir si elle était spirituelle ou si elle était croyante, et la réponse était toujours oui. Et pour moi, c'était fabuleux de découvrir ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, donc Frédéric, quand vous êtes avec quelqu'un, vous regardez son regard et vous décryptez son niveau de conscience, si je puis dire. C'est ça, complètement. Sans erreur, Frédéric ?
alors, je pose pas toujours la question parce que c'est assez délicat. Et mais je peux voir en fait cette émanation de cette énergie en fait, de cette lumière qui est en cette personne. C'est extraordinaire. Et il me vient une réflexion justement, Frédéric, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Gilles et Frédéric, mais quand on regarde un enfant assez jeune, hein, moins de 5 ans, je veux dire, on a toujours dans son regard une sorte de comment dirais-je, de désir de découvrir le monde. Et on perd, enfin, il y a beaucoup d'adultes qui perdent ça. Et je suis toujours en train de dire qu'il faudrait garder une part de son âme d'enfant. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça? Oui, je peux répondre? Bien sûr. Ben moi, j'adore les enfants parce qu'en fait, ils sont tellement simples dans le moment présent que oui. À contact, en fait, je me sens comme si j'étais avec lui, quoi. Et il y a aucune barrière entre moi et l'enfant. C'est une union, en fait. Après, vous pouvez le trouver avec des adultes, les adultes qui savent qui sont un peu apaisés. Moi, souvent, je mets des animaux en couverture de mes livres. Les gens m'ont souvent demandé pourquoi. Et la raison est très simple, c'est qu'un animal ne cache jamais son émotion. Un humain peut encaisser, peut cacher, on peut masquer sa peine. Un animal, vous savez toujours quand vous le regardez, quel que soit l'animal, si jamais dans quel état il est. Et c'est quelque chose que je trouve phénoménal, on gagne du temps. Complètement. Oui, mais est-ce que la différence quand même, je vais un petit peu plaider pour les humains. L'animal, il a pas la, comment dirais-je, il a pas la peur de la mort, donc déjà il a pas peur de l'avenir. Il a son passé, mais il vit quand même pas avec la mémoire de ressasser son passé comme sont les anxieux, les déprimés et je ne sais quelle autre catégorie d'humains. Donc si vous voulez, vaut peut-être mieux quand même être un humain. Évidemment, pour moi, l'humanité, elle est complexe et belle en même temps. L'humanité, elle est faite en fait de traumas, de blessures, ce qui l'amène en fait à être méfiante, à être, vous savez, à être créative, Alors, pour moi, les animaux, ils ont, ça dépend des enseignements que l'on a eu. Ils ont des âmes collectives, mais ils n'ont pas d'esprit. Un animal n'a pas d'esprit. L'être humain, en fait. Oui, vous partez de cette théorie qu'on connaît bien quand on travaille la spiritualité, c'est qu'ils ont pas une âme individuelle, c'est une âme collective. Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ils n'ont pas l'esprit d'analyse, vous savez, s'il est pour manger, pour aller chercher à manger, c'est des instincts, on va dire primaires, d'accord. L'animal, lui, il a pas la réflexion, il a pas l'analyse, il a pas certains animaux. Vous n'êtes pas d'accord, Gilles? On va dire entre guillemets. Ok, mais voilà. Mais pour revenir sur l'humain, le souci qu'il y a avec l'humanité, c'est ses traumas, ses blessures, et ça amène en fait à toute la complexité qu'il est aujourd'hui. Et il y a le problème des croyances, c'est-à-dire que l'être humain se laisse embrigader par des croyances, des paroles, et il n'a pas cette sorte d'instinct, j'allais dire naturel, quoi. Presque une question de nature aussi, parce que moi je connais des humains qui ont moins d'empathie pour leurs semblables que des chiens, et j'ai été témoin d'animaux qui ont eu des comportements qui prouvent à l'évidence que non seulement ils ont le sens du sacrifice, de l'autre, de la compréhension et de quelque chose qui les dépasse. Donc c'est toujours, je pense que ça dépend vraiment des individus, aussi bien chez les humains que chez les compagnons des humains. Complètement. Et pour vous revenir, vous savez, sur le hasard, en fait, quand je dis qu'il peut y avoir des hasards en fait tristes, qui pourraient paraître mauvais ou d'une mauvaise expérience. Moi, j'ai eu une altercation avec mon frère jumeau. C'était très violent, d'accord. Et vous voulez, 2 semaines plus tard, le week-end après, vous savez, on avait tous les deux, il y a plus de 30 ans, on avait fait une chaîne en or avec un rubis au milieu, une croix du Languedoc, je sais pas si vous voyez, la croix occitane, et on avait tous les deux en fait la même croix, d'accord. Oui. Et donc après cette attacation, j'ai décidé en fait de ne plus le voir parce que il est rempli de colère et ça se passe très mal avec ses enfants, et pour moi c'est un trop plein, c'est trop dur à vivre à chaque fois, et donc du coup j'ai décidé de couper les ponts, et 2 week-ends après en fait on m'a volé cette chaîne. C'est incroyable, mais comme si c'était une séparation, vous voyez. Ouais, c'est un symbolisme extraordinaire, oui.
C'est incroyable. Alors cette chaîne, je la posais partout. Voilà, et j'ai organisé une fête. Et il y a des gens qui sont venus, j'avais posé cette dans un tiroir et on m'a volé la chaîne. Et c'est Oui. pourquoi c'est la vie en fait. C'est quand on arrive à décrypter en fait ces petits messages, on peut avancer. Pardon de poser la question, Frédéric. Est-ce que vous avez renoué avec votre frère? Non, pas du tout. J'ai pas du tout envie. Ok. Je peux vous poser une autre question? Bien sûr. Si vous retrouviez votre chaîne, est-ce que ça vous donnerait envie? Est-ce que vous y verriez une symbolique inverse? Et vous auriez envie de renouer? Peut-être. Mais ce que je peux me permettre quand même, Frédéric, c'est que vous êtes jumeaux, donc j'imagine que vous avez eu une enfance, encore une fois, très maltraitée. Vous en êtes sauvé de cette enfance, vous en avez fait quelque chose de positif, sans doute aussi grâce à ce parcours dans le chemin de Compostelle. Et lui est encore resté dans la colère, et peut-être qu'il a besoin d'un éclairage pour qu'il puisse aussi de sa souffrance en faire une force, non ? Complètement, mais elle est tellement violente, ces blessures, et on en a discuté assez régulièrement, mais il a un ego tellement dur qu'il se dit... ça le protège de sa souffrance, c'est-à-dire que vous avez su la dépasser, votre souffrance, et aujourd'hui, vous allez bien, et c'est formidable, et vous êtes certainement quelqu'un de fantastique. Lui, il est encore dans la souffrance, et donc forcément, il est dans la colère, dans la méchanceté, Alors, je suis pas en train d'excuser sa colère, on est bien d'accord. Mais comme c'est votre jumeau, c'est quand même un peu votre rôle d'essayer par tous les moyens de lui ouvrir les yeux. Enfin. Vous savez, souvent dans ma vie, en fait, j'ai fait l'armée pendant 20 ans. Je voulais aider, en fait, porter assistance. Vous savez, c'est mon cœur qui est comme ça depuis tout petit. Et si vous voulez, aujourd'hui, j'ai plus envie, en fait, d'être le sauveur de qui que ce soit. Chacun a son chemin de vie. Il doit vivre ce qu'il doit vivre. C'est vrai, mais je ne vous parle pas de le sauver, je vous parle de l'éclairer, de lui... Je l'ai fait par ma présence, par oui. des actions que j'ai pu faire avec les enfants, en présence, pour qu'ils voient autre chose qui est possible. Mais écrivez-lui une lettre. Une vraie lettre où vous allez, et puis vous lui envoyez, il en fera ce qu'il voudra, mais au moins vous aurez symboliquement aussi fait quelque chose un acte fort. Ce que Brigitte dit joliment, c'est que vous avez tous les deux besoin de la paix. Oui, complètement. Et que malheureusement, c'est le plus riche, effectivement, qui paye. Oui, complètement. Après, c'est tout un travail et toute une, on va dire une sagesse de le faire, mais ça mérite méditation. Brigitte vous a donné un bon conseil. C'est l'auteur qui va dans le sens de Brigitte, c'est écrivez-lui. Vous avez le temps, la lettre, vous pouvez mettre 3 mois à l'écrire, il la lira quand il veut, à sa vitesse, ce sera gravé. Et surtout dans cette lettre, à un moment ou un autre, dites-lui que vous l'aimez comme un frère. Parce que c'est vrai, vous l'aimez. C'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile pour vous, parce que quand vous le voyez comme ça en colère, ça vous fait mal. Et vous pourrez lui dire que Brigitte a été votre heureux hasard en vous donnant cette idée. S'ils se réconcilient, sinon... Oui, bien sûr. Mais on a vécu tellement de traumas, en fait, tous les deux. Ça, on n'a pas de mal à l'imaginer quand on vous écoute et quand on voit à quel point lui, il est en colère, on l'imagine, évidemment. Merci en tout cas de ce joli témoignage, Frédéric. Vous avez les yeux de quelle couleur? Vert. Vert, ah oui, c'est la couleur de l'apaisement, le vert, hein. Ouais. De l'espoir aussi. J'espère qu'un jour je croiserai le regard de vous deux. Et c'est la couleur du livre de la couverture du livre de Gilles Le Gardinier. Il y a beaucoup de vert, hein. D'accord. Voilà. Bon. Merci en tout cas, Frédéric. On fait une petite pause. Bonne chance, Frédéric. On se retrouve dans un instant. Joli témoignage, hein. Ouais, très émouvant. Hein. Oui. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Gilles Le Gardinier, nous parlons notamment du hasard et je rappelle le titre de ce roman qui fait du bien parce que ça montre à quel point on est entouré de gens qui nous veulent du bien et cessons de se méfier de tout le monde. Ça s'appelle La Compagnie des Heureux Hasards, c'est des éditions Flammarion. Tiens, on a reçu un SMS de Marlène, décidément on continue sur le regard. Elle nous dit « Je ne pense pas que la couleur du regard soit déterminante, mais plutôt son intensité », donc elle est d'accord avec vous, sa chaleur, sa lumière, sa profondeur.
Et elle dit se fondre dans le regard d'un chien, c'est comme échanger nos souffles, comme si nos deux âmes dansaient. C'est joli, hein? C'est très joli. Voilà, c'est juste ressentir l'amour par un regard. Les yeux sont le reflet de l'âme ou la peur de baigner en plénitude. Je trouve ça très joli. C'est facile avec des chiens ou même avec certains chats parce on n'a pas peur d'eux. Ça devient très spectaculaire quand vous trouvez la force et la paix de le faire avec des gens. C'est vrai, oui. Vous avez raison, il y a cet investissement tout de suite qui peut faire peur, tandis qu'avec le chien, Ben oui, on sait qu'il n'a pas de pouvoir sur nous, on a en tous les cas cette impression-là, mais quand vous êtes capable d'abandonner votre regard avec des gens, d'avoir de vrais échanges de regards, c'est quelque chose d'extraordinaire entre humains. C'est vrai. Bonjour Ambre. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous Ambre. Je vous en prie. Alors, moi, j'avais un retour, j'espère que vous m'entendez bien, j'avais un retour oui, on vous entend bien. D'expérience du jour. Oui. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai emmené un de mes enfants à l'école en bus. Et en fait, il s'avère que les bus n'est pas passé. Donc, on était bien embarrassés parce que ça allait compliquer la journée. Et en fait... s'est approché de nous tout à fait par hasard, quelqu'un qui revenait d'une autre école et qui s'approche en disant « Mais vous avez un problème ?» Et je dis « Oui, j'ai un petit problème, le bus ne passe pas, donc je n'avais pas de véhicule. » Et là, la personne que je connaissais quand même m'a proposé d'emmener mon enfant à l'école. Oui, j'espère, parce voilà. que vous n'auriez pas laissé vos enfants monter dans la voiture de quelqu'un que vous ne connaissez pas. J'imagine bien. Et donc, du coup, c'est... Alors, mais ce qui est formidable, c'est... oui, c'est vraiment un heureux hasard, parce que si j'ai bien compris, elle revenait de l'école, donc elle est retournée pour vous. Voilà, elle est retournée, mais en plus, elle est retournée dans une autre école que ses propres enfants, parce que c'était pas la même école. Me voyant poser comme ça, elle me dit « Vous allez où ?» Elle me dit « Écoutez, inutile de venir, je vous envoie un SMS quand on est bien arrivé, quand il est bien livré, etc. » Voilà, vraiment, c'était sympa. Et j'ai eu d'autres expériences dans le passé assez marquantes. Donc, par exemple, j'étais dans un stage professionnel et je n'avais pas de voiture, aussi à cette époque-là, c'était il y a très longtemps. Et là, on me dit, écoutez, telle personne peut vous ramener chez vous. Je dis, écoutez, ça peut m'arranger. Et en fait, cette rencontre a été un heureux hasard puisque ça m'a permis de me lier d'une amitié forte avec cette personne, avec laquelle on est allé au-delà d'un cadre professionnel. Voilà. Et une dernière chose qui m'a marquée dans ma vie, j'avais, décidément, c'est en lien avec les voitures, mais bon, voilà, on ne sait pas pourquoi. Et, j'avais une panne un matin, et là j'étais vraiment très embêtée parce que je devais me rendre à mon travail. Et je n'avais pas un sou en poche. J'étais vraiment dans un cadre de vie très périlleux à ce moment-là. Et là, il y a une personne, un remorqueur, qui me propose son aide et qui me propose de payer mes frais de garage. Je me dis, mais comment je vais m'en sortir? Mais moi, j'ai même pas un sou pour avancer. Et j'ai voulu remercier cette personne par la suite. Je n'ai jamais pu retrouver sa trace. Rien du tout. Et il m'a versé une somme en me disant, écoutez, dans la vie, faut se serrer les coudes. Et donc, je viens d'une famille où on laisse pas les gens dans le caca. Et du coup, il m'a donné de l'argent pour pouvoir repartir avec ma voiture toute neuve. Voilà. Il y a quelque chose de très intéressant dans votre témoignage. C'est qu'en fait, ces 3 heureux hasards naissent sur des problèmes, sur des épreuves que vous avez. Et tout en fait, toutes les épreuves, les écueils qu'on peut croiser dans un parcours sont souvent l'occasion de changer le regard sur les gens et de voir des mains se tendre là où on n'espérait plus rien. Tout à fait. Et là, vraiment, c'est trois moments de période de ma vie où j'avais des complications, ou voilà, des épreuves, comme vous dites. Et je ne les attendais pas, en fait. Je n'ai pas demandé, j'ai pas supplié, et c'est arrivé comme ça, comme pour dire, voilà, il n'y a pas cette direction qui est possible, mais il y en a une autre. Et je pense que ça, ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre la confiance en la vie,
pas tout le temps, mais... Oui, mais justement, ce que je crois quand même, Ambre, et vous allez me dire si je me trompe, c'est que vous êtes certainement quelqu'un qui naturellement est quand même assez ouverte. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes avec ce matin, vous êtes avec votre gosse, mais je pense pas que vous faisiez la tronche, je pense que vous étiez un peu genre, voilà, ok, comment on va faire? Et cet aspect-là de vous fait que forcément, ça donne envie de venir vous tendre la main. Oui, je pense aussi peut-être qu'il y avait une authenticité aussi qui s'est révélée là, en fait. Vraiment, la première fois, quand cette personne m'a quand même donné beaucoup d'euros, on va dire, et je me dis, mais comment je vais faire? On me dit, écoutez, vous me paierez un petit coup. Enfin, voilà. Et donc, j'ai vraiment tenu à le remercier. Et je crois que c'est cette disposition et ce lâcher prise, peut-être que c'est pas toujours, mais en me disant, perdu pour perdu, il y a une authenticité. Oui, mais je pense que, vous voyez, ce que je veux dire, et c'est important pour ceux qui nous écoutent, quand il nous arrive une tuile, si on se met en colère, parce que on est contre le problème qui nous arrive, et je peux le comprendre, mais on va pas attirer l'aide. C'est ça que je veux dire. C'est vrai. Vous êtes d'accord, Gilles? Complètement. Est-ce que je peux me permettre une question, Ambre? Oui. Est-ce que ça vous a incité, vous, à être le heureux hasard plus souvent de gens que vous pouvez croiser dans la difficulté? Alors moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, et donc dans l'ombre, je manifeste ma volonté, et ça me permet de cultiver un état d'esprit de tolérance, de bienveillance, et je le fais en essayant de ne pas tirer parti de ça, vraiment de façon à dire donner sans rien entendre en retour. Vous le faites par nature, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, je pense. Ouais. Voilà. Après, comme dit Brigitte, j'aime bien que le mot colère revient, et effectivement, j'ai traversé la semaine dernière une période de colère, mais tout allait de travers, et effectivement, c'est pas la colère qui va résoudre les problèmes. Mais non, mais on est parfois en colère, et c'est bien juste de réaliser qu'on est en colère et que de toute façon c'est pas la colère qui résout les problèmes. Mais c'est juste ça mais quand on est en colère, il faut réaliser qu'on est en colère et laisser sa colère partir, sinon on n'avance pas. Oui, puis ça sert de guide, c'est-à-dire que des fois, on est dans un environnement qui ne nous convient peut-être pas à ce moment-là, et quand on tourne le regard, comme vous dites, on s'aperçoit qu'il y a plein de belles personnes. Et moi, j'essaye de dire aux gens qu'effectivement, voilà, il faut peut-être regarder ailleurs et se rendre compte qu'il y a toujours quelque chose de positif, même dans un petit brin de rien du tout. Et voilà, peut-être que, comme vous dites, il y avait une nature généreuse de ma part, et que c'est arrivé par hasard qu'on vienne me tendre la main avec des personnes inconnues. Et c'est ça que sauf ce matin, mais voilà, il n'y avait vraiment pas d'attente. Oui, mais ce matin, votre voisine, enfin en tout cas cette connaissance, elle en tire aussi quelque chose, parce qu'elle en retire une satisfaction vis-à-vis d'elle-même, parce qu'elle a fait un beau geste. C'est ça, et tout le monde était content, tout le monde a participé, et ça rend la vie et la journée bien plus tranquille. Et justement, j'étais très fatiguée, et j'ai pu profiter de cette journée qui finalement devait se dérouler dans un rythme effréné, et ça m'a permis de me repositionner, de me recentrer un peu, et du coup je trouve que c'est un petit clin d'œil sympathique. Voilà. C'est très joli, oui, vraiment. Merci en tout cas, Ambre, de ce témoignage. Merci à vous. Gilles Le Gardinier, on voit bien comment, au fond, on va attirer aussi ce qu'on transpire, si je puis dire. Et c'est peut-être ça aussi le message que vous voulez transmettre dans ce livre. Alors c'est pas tant qui se ressemble, ça semble en fait. Non. C'est plus que on a des moyens qu'on ne soupçonne pas. Il suffit juste de trouver les gens, mais assez naturellement, pour les mettre en pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'époque nous pousse à croire qu'on n'est pas capable de grand-chose et qu'on subit beaucoup de choses. Mais notre capacité à réagir face à ce qui nous emballe, ce qui nous bouleverse, est beaucoup plus grande.
Et en même temps, je repense au témoignage de Frédéric qu'on a eu, qui est fâché avec son jumeau. Dans votre livre, il y a aussi deux frères qui sont fâchés, et il a fallu un heureux hasard pour qu'ils se retrouvent. Ça n'a pas été simple, mais et ça aussi c'est important, c'est que quand on est fâché avec quelqu'un de proche, ou quand on a vécu un divorce difficile, ou qu'il y a des problèmes d'héritage compliqués, est-ce qu'on peut pas aussi à un moment donné réfléchir et se dire est-ce qu'on peut pas dépasser nos rancœurs et tout ça, quoi. Après, vous avez la solution en fait dans vos auditeurs et auditrices là, c'est-à-dire que si Frédéric avait quelque part dans sa vie Ambre, elle peut être le heureux hasard qui les pousserait à se reparler. C'est aussi ça, parce qu'il y a effectivement les ressources qu'on trouve en soi, et il y a les ressources que d'autres qui n'ont pas le problème et pour qui ce problème ne représente rien peuvent résoudre sans même que ce soit un effort pour eux. C'est-à-dire que souvent... je pense à un exemple très simple. Vous êtes avec un homme qui est fâché, par exemple, avec sa fille. Eh bien, vous pouvez aller écrire une lettre à sa fille et peut-être que ça réconciliera sa fille avec votre compagnon. Enfin, on peut être... Enfin, c'est ce que vous racontez. Enfin, votre roman, il est fait que d'histoires comme ça. Hein. Et c'est ça que vous avez envie de transmettre aussi. C'est l'huile dans le moteur. Les rouages sont là, on n'est pas toujours les rouages, mais on peut toujours être l'huile dans le moteur. On va laisser la place aux infos, mais je vous propose une petite devinette. Pourquoi les femmes sont rarement attirées par les maris de leurs copines? Vous avez le temps de l'info pour me trouver une petite réponse drôle. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les camps. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à parler des heureux hasards avec Gilles Le Gardinier, qui est l'auteur de ce roman, La compagnie des heureux hasards. C'est aux éditions Flammarion. N'hésitez pas, vous aussi, à nous raconter ce qui, dans votre vie, a été un petit moment de bascule. Alors, parfois, c'est pas grand-chose, hein, mais ça montre qu'on peut compter les uns sur les autres. Avant de donner la parole à Karen, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi les femmes sont rarement attirées par les maris de leurs copines? Parce qu'elles respectent leurs copines. Oui, bien sûr. Mais non, mais vous savez bien, entre femmes, comment on dit du mal de nos époux. C'est vrai. On a besoin de le critiquer, etc., etc. Vous savez pas ça? Non. Alors je ne soupçonne même pas mon épouse de le faire. Alors peut-être que la vôtre est exceptionnelle, mais en tout cas, souvent entre femmes, on dit beaucoup de mal de notre compagnon. Alors évidemment, nos copines, elles n'ont pas envie de nous le prendre. Hein. Mais c'est peut-être pour ça qu'on en dit du mal d'ailleurs. Ça doit être pour ça, j'imagine. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Gilles. Bonjour Karen. Ah, vous confirmez, on aime bien dire du mal de notre compagnon entre copines. Pas trop. Je suis désolée Brigitte, c'est pas mon genre. Alors non. Vous me faites plaisir Karen, j'ai moins peur maintenant. J'ai moins peur. Et je promets que je ne dis pas ça parce que j'ai lu beaucoup de vos livres et que j'ai adoré. Je ne fais pas du tout pour ça. C'est gentil. Alors je valide tout ce qui a été dit précédemment sur les animaux, mais c'était pas ce que je voulais évoquer en priorité. Non, allez-y, on vous écoute. En fait, je pense que il y a plein de petits hasards pour tout le monde, dans la vie de tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut les voir, il faut savoir les identifier. C'est vrai. Et en fait, moi, il y a une époque où j'ai eu besoin de m'endurcir parce que c'était ma manière de lutter contre certains événements. Et quand je suis revenue à ce que j'étais plus naturellement, je me suis remémoré plein de choses que ma grand-mère faisait et disait. Alors c'était toujours, pour moi je trouvais ça trop gnangnan, parce que il fallait être gentil avec tout le monde, parce que il y avait toujours du bon dans quelqu'un, etc., etc. Mais en même temps c'était quelqu'un qui voyait une plume, qui voyait qu'elle ramassait tout le temps des clous rouillés, et en fait maintenant que je suis davantage revenue à moi-même, j'ai l'impression par certains aspects de me voir en elle ou de la voir en moi. Et le fait d'essayer de voir le bon derrière quelqu'un qui va avoir un visage fermé, quelqu'un qui va être en retrait, je vais m'interroger, je vais me demander pourquoi. Ça m'est arrivé d'être en train de faire mes courses et de dire à mon conjoint, de lui dire, tu vois, cette femme, je pense qu'elle est battue.
tellement son corps le criait, en fait, l'exprimait à travers les pores de sa peau, dans ses gestes, dans son regard, dans son comportement. Voilà. Et en fait, je trouve que il y a plein de petites choses qui peuvent nous faire du bien dans la journée. Un joli coucher de soleil. On peut croiser quelqu'un qui a un joli regard dans la rue et les regards vont se sourire. Moi, j'ai l'habitude de dire, mon conjoint, il a les yeux qui sourient. Et j'adore ça parce que je trouve que c'est lumineux, c'est rayonnant. Et que tout ça, c'est des petits bonheurs qu'il faut voir. Et voilà. Alors bon, j'ai la chance d'avoir un chien et j'adore. Et j'ai toujours eu des chiens. Et voilà, j'adore la relation animal-chien, animal-être humain. Et pour comment je vais dire, pour prolonger ce qui a été dit précédemment, sans vouloir dénaturer ce qu'est un enfant ou ce qu'est un bébé, je suis persuadée que le chien particulièrement, mais même le chat, ou même les chevaux, l'animal en fait, il est sain et pur comme un bébé qui vient de naître. Et lui, il conserve ça toute sa vie. Il sera toujours, même un chien battu, il n'arrive pas forcément à en vouloir à son maître. Même un chien qui n'a pas à manger, il n'en voudra pas à son maître. Parce qu'il est avec son maître et que c'est son maître qui compte le plus. Alors, je trouve que ça, c'est merveilleux. C'est magnifique ce que vous dites, Karen. Alors, moi, j'aurais tendance à amender, c'est-à-dire que toujours, je me rattache à la nature des individus. On peut pas avoir de généralité. Il y a des chats qui sont extraordinaires. Vous avez des chats qui sont des abrutis finis. Moi, j'ai connu un chien qui était stupide. À chaque fois, il faut faire attention à qui on rencontre et l'évaluer pour ce qu'il est dans son humanité. Mais j'aurais tendance à l'appliquer aux animaux aussi, quoi. Oui. Ah ben, la chienne de mes grands-parents était une vraie coisse. Hein. Et dès qu'on elle ne supportait que mon grand-père et ma mère. Et si moi ou mon frère on s'approchait, elle n'avait qu'une envie, c'était de nous mordre. Hein. Donc je suis d'accord avec vous. Après, il faut savoir vers qui on se tourne. C'est comme pour les humains. On est d'accord. Et en ce qui concerne les humains, c'est vrai que moi j'ai eu une rencontre. Alors c'est devenu une relation amoureuse, mais alors c'est quelqu'un qui m'a énormément aidée. Je suis pas restée très longtemps, je suis restée 2 ans avec, mais je pense qu'on s'est énormément apporté à l'un et à l'autre. Moi, j'étais fracassée quand je l'ai rencontré. J'étais dans un anniversaire, donc j'étais vraiment pas dans l'état d'esprit j'étais en pleine séparation. J'étais vraiment pas dans l'état d'esprit de rencontrer quelqu'un ni quoi que ce soit. Fait exprès, on a discuté. Je pense qu'il y a eu une alchimie, il y a eu quelque chose. Et j'étais tellement mal qu'en fait je me suis dit bon, pourquoi pas après tout. Et puis en fait ça a été une très jolie histoire et qui m'a énormément aidée. Et je ne dénaturerai jamais cette relation parce que même si elle s'est arrêtée, parce qu'elle m'a énormément apporté, que je pense qu'on s'est énormément apporté en fonction de la période dans laquelle on était chacun. Vous avez l'air d'avoir une ouverture aux autres qui est bien. Vous avez probablement fait la paix avec vous et puis vous avez cette curiosité de l'autre. Oui. Alors, avant j'avais peur des gens. En fait, j'avais peur comme je suis quelqu'un d'hypersensible, j'avais peur des gens parce que j'avais peur que ça se retourne contre moi en fait, parce que comme j'avais été très gentille et qu'on en avait profité, j'avais peur que qu'on abuse entre guillemets. Maintenant, je sais mettre des limites si jamais je me rends compte que ça ne va pas. Mais par contre, de nature, je fais confiance aux gens. De nature, je suis prête à aider, Mais c'est ce qu'il faut que les gens, parce que on parle beaucoup d'hypersensibilité aujourd'hui. Je crois qu'on est tous beaucoup plus sensibles qu'on ne l'imagine. Et quand on est adolescent, on veut pas se rendre compte qu'on est hypersensible parce que ça voudrait dire être faible. Mais en fait, ce que vous dites, et c'est ça que j'ai envie de transmettre comme message grâce à vous, Karen, c'est que notre sensibilité, à partir du moment où on commence à savoir poser nos limites, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Oui, il faut le comprendre. Moi, j'ai mis le mot. Il faut le comprendre, oui. J'ai mis le mot hypersensibilité à plus de 50 ans, hein, donc déjà, je suis un peu longue des fois à la comprenette. Mais oui, à partir du moment, ça n'empêche pas d'être, parce que fut une époque, on disait trop bon, trop con. Et en fait, non. Très bon, c'est très bien, sous réserve qu'on soit pas manipulé, qu'on n'abuse pas de nous et que ça respecte nos limites.
Oui, mais c'est parce qu'il faut du temps pour connaître nos limites. Oui, et puis, alors c'est pas tant, enfin, en ce qui me concerne, c'est pas tant connaître nos limites, c'est que quand on a beaucoup donné, on a peur, enfin moi j'avais peur qu'en mettant des limites, on ne m'aime plus. Ah mais non. Mais oui, bien sûr. Mais c'est le problème. On démarre tous dans la vie comme ça, en n'ayant pas confiance en soi, en espérant tellement. Si vous êtes une nature affective, vous avez la tendance à donner, vous avez la tendance à espérer, vous cherchez le contact à l'autre. Ce qui compte, c'est le lien aux autres. Après, bien sûr, mais là, c'est tout l'enjeu de la vie. Vous vous rendez compte après qu'en fait, c'est lorsque vous faites ce que vous croyez, dans toute votre puissance, que vous allez nouer les alliances qui vous correspondent. Oui, c'est une fois qu'on est convaincu de ça. Alors soit vous avez très peur à un moment et vous vous jetez à l'eau parce que vous n'avez pas le choix. On commence à demander de l'aide quand on va mourir et on se rend compte que les humains sont pas si terribles que ça et qu'il y a des rencontres extraordinaires. Au moment où une pichenette pourrait nous tuer, c'est des mains qui se tendent et il y a des choses qui nous portent et c'est extraordinaire. Et puis vous apprenez à faire la différence entre ceux avec qui il faut s'associer par tous les moyens, quitte à se faire piller, et puis ceux qu'il faut surtout pas approcher. C'est ça, mais quand on est plus jeune, je vais dire, on a tendance à croire que tout est noir ou tout est blanc et que le gris ou la demi-teinte n'existe pas. Et quand on a compris que en fait c'est nous qui faisons la nuance de gris que l'on souhaite faire et qu'on donne ce que l'on a décidé de donner, ce qu'on est en capacité de donner, c'est pareil, ça dépend aussi des moments dans lesquels on est, parce qu'il y a des moments où vous allez être épuisé. Oui, mais Karen, ce que vous dites prouve tout simplement que vous avez appris à vous connaître et à savoir qui vous êtes et ce que vous attendez des autres, ce que vous pouvez donner. Et c'est le chemin de la vie. Dans le meilleur des cas. Oui, tout le monde ne fait pas ce chemin-là, donc ça prend du temps, rassurez-vous. Tout le monde a besoin de temps pour découvrir tout ça. Oui. Merci. Je trouve ça tellement intéressant. Et... c'est la seule aventure passionnante, c'est l'aventure vers soi quand même. Après, ça amène bien sûr beaucoup d'échanges avec les autres, mais si on ne fait pas cette aventure vers soi, on passe quand même à côté des autres aussi. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Karen, merci à vous. Merci Karen. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, Gilles Le Gardinier, justement, c'est Carole qui est avec nous et je crois qu'elle va nous dire quelque chose qu'elle n'a jamais raconté à personne. Et c'est le principe de ce moment particulier dans cette émission. C'est un moment où on libère la parole parce que elle a besoin parfois d'être libérée, la parole. Bonjour Carole. Oui, bonjour. Oui, donc ce que j'ai à vous raconter, en fait, ça a déjà été dit. Je l'ai déjà raconté à beaucoup de personnes d'ailleurs. Et puis ça a été vu aussi, mais ça n'empêche que c'est pas une histoire commun, quoi. C'est pas commun, quoi. Bien sûr. Merci de nous la raconter, Carole. On vous écoute. Ouais. En fait, ça fait un peu bizarre d'avoir une relation avec son beau-frère. Quand ça arrive, c'est vrai qu'on est un peu dans un état un peu on se rend pas trop compte. Donc vous avez eu une aventure donc avec votre beau-frère. C'était le frère de votre beau-frère. Donc c'était le frère de votre mari, c'est ça? Non, c'était le beau-frère de mon mari. C'était le mari de sa sœur. Le mari de sa sœur, d'accord. Oui. Donc lui était veuf. Donc lui était veuf, mais nous on était mariés. Et il avait eu un petit rapprochement quand il avait perdu sa femme. Et il l'avait beaucoup soutenu à ce moment-là. Mm-hmm. Et là, il avait essayé de se rapprocher, mais à ce moment-là, je n'étais pas du tout réceptive. Et puis, ça me paraissait quand même impossible le fait qu'elle était quand même hospitalisée. Donc, moi, je l'avais un petit peu soutenue. Enfin,
J'avais un peu fermé les yeux sur ça parce que en me disant. D'accord. Mais c'est donc dans ce moment-là que vous rencontrez sa sœur et le mari de sa sœur. Non. Attendez, j'arrive plus à suivre. Oui. Aidez-moi, Gilles, si vous avez suivi. Je suis un peu perdu aussi. Bon. Vous êtes perdu. En fait, c'était. Il avait essayé de me conquérir. Oui, ça j'ai bien compris. Pendant que sa femme était malade. Était malade. Mais on se connaissait déjà depuis longtemps. D'accord, mais vous n'avez pas eu d'histoire avec lui? Si. Donc c'est avec lui, d'accord. C'est avec lui, mais 3-4 ans après, quoi. Pas au moment où elle était hospitalisée, quoi. D'accord, donc il était veuf, vous avez une histoire avec cet homme, il n'y a pas de problème pour l'instant. Si, quand même, parce que moi j'étais mariée avec 2 enfants. Donc, oui, d'accord, c'est une infidélité comme on en entend plein. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel à ça pour l'instant. Non, mais... oui, sauf que il y a de la culpabilité quand même, parce que vis-à-vis de ma belle-sœur qui était décédée, vis-à-vis de la famille. Voilà. C'est pas forcément simple pour vous, oui. C'est pas simple du tout, parce que forcément que... Mais vous voulez dire que de là-haut, elle vous tirait les pieds quand vous dormiez dans votre sommeil? Non, je plaisante un peu, mais vous parlez de la culpabilité vis-à-vis de cette femme qui est décédée. Mais ça, c'est une culpabilité qui n'a pas tellement de raison d'être, malgré tout. Je peux l'entendre, bien sûr, mais... que vous soyez senti coupable vis-à-vis de votre mari, bon, ça, je peux l'entendre. Mais vis-à-vis de quelqu'un qui est décédé, vous lui faites pas de mal. Mais pourtant, pour moi, oui. Enfin, pour moi, ça a été... alors, peut-être parce que je l'ai connu. Je ne l'avais pas connu, mais je l'ai connu, je l'ai côtoyé, vu que c'était ma belle-sœur, donc ça fait quand même bizarre. Vous voyez, c'est... Même au de la famille et tout, ça fait quand même... Oui, mais ça traduit... Enfin, cette culpabilité-là, elle cache autre chose. C'est pour ça que je vous dis... Est-ce que je peux me permettre une question, Cara? Oui, allez-y, oui. Qu'est-ce qui a fait que l'envie de nouer cette relation était plus forte que le poids de la conscience qui visiblement était présent en vous? Est-ce que c'est de votre fait ou est-ce que c'est du fait de votre flirt, amant, voilà. En fait, il m'a un petit peu charrié, non, il m'a un petit peu charmé plutôt, et mise en valeur sur des choses que je ne connaissais pas et qu'on m'avait jamais dit. Et du coup, j'ai été flattée par ça, et puis je pense par le manque affectif, ou voilà, je suis vite tombée dedans, quoi. Par le fait qu'un homme me dise des choses qu'on m'avait jamais dit, quoi. Pardon de poser la question, je suis un homme, est-ce qu'il était sincère? Non. Non, mais ça, je pense qu'il n'était pas sincère parce que c'est une relation qui a duré 5 ans et qui était quand même assez toxique. Et moi, je suis rentrée un petit peu dans ses mots. Je suis rentrée vraiment en pensant qu'il m'aimait vraiment. Mais avec le temps et puis avec l'expérience, j'ai compris qu'en fait, c'était une façon à lui d'arriver à ses fins. À ce qu'il voulait. Donc, enfin, c'est pas, on ne sait pas, parce que peut-être qu'il était un peu sincère quand même, malheureux. Enfin, mais aujourd'hui, vous êtes encore avec votre mari ou c'est fini? Non, c'est fini. Je me suis séparée de mon mari 1 an après. Je suis restée avec lui pendant 5 ans sans qu'on ait jamais vécu ensemble. Là, c'était une relation. D'accord. Donc c'est quand même une relation qui a duré 5 ans, plus même, j'imagine, puisqu'elle avait commencé peut-être pendant que vous étiez encore avec votre mari. Mais aujourd'hui, vous regrettez cette histoire? Oui. Alors, je regrette cette histoire, mais je pense que si j'avais pas connu celle-là, j'en aurais connu une certainement identique. Est-ce que vous regrettez que ce soit fini avec votre mari? Non, parce que je suis pas retournée avec lui. Donc vous êtes contente finalement d'avoir quitté votre mari? Oui. Donc il a peut-être fallu passer par là. Vous l'auriez peut-être jamais quitté sinon. C'est possible. Quand on vous écoute, en fait, il y avait quand même un manque qui vous a poussé à aller voir ailleurs.
Ah, c'est sûr. Parce que c'est ça qu'il faut vous dire, Carole, c'est que vous avez fait ce que vous avez pu et au fond, est-ce que c'est pas plutôt un heureux hasard, cette relation avec cet homme qui certes n'est pas l'homme de votre vie, peut-être qu'à un moment donné il vous a un petit peu manipulé, mais il vous a donné un peu de lumière, si je puis dire, dans une vie qui était triste. Donc tout ça, vous voyez, il faut positiver, c'est-à-dire que on se laisse parfois avoir par nos pulsions, par nos désirs, et puis on est des êtres humains et il faut à un moment donné positiver ce qu'on a fait et ne pas se laisser ravager par la culpabilité, parce que la culpabilité, elle sert toujours à cacher autre chose. Alors peut-être, oui, il n'y a pas que la culpabilité, il y a aussi le fait d'être tombé dans un tourbillon que je n'arrivais plus à me sortir. Donc c'est ça aussi qui fait que je me culpabilise, parce que on pense qu'on arrive un petit peu à contrôler les choses comme on a envie, et ça se passe. Mais quand c'est l'amour, la passion, le sexe, les émotions qui l'emportent, on est dans un tourbillon parce qu'on n'a plus la capacité à raisonner, on perd son bon sens. C'est normal, ça. Et puis à un moment, tout retombe et c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de mettre du sens dans ce qu'on a vécu, pourquoi on a vécu ça et comment on l'a traversé. Puis, José, une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez retrouvé un équilibre? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un et est-ce que vous êtes en paix? Alors, en paix, je dirais oui. Je dirais que je suis un plus en paix avec moi-même, mais je suis toute seule. Je suis toute seule et je pense que ça serait compliqué. Je peux retrouver quelqu'un, mais pour l'instant, je me protège. Je me protège et peut-être que pour moi, le moyen de me protéger, c'est de rester toute seule. Donc, c'est vrai que c'est triste. Oui, c'est dommage parce que, en fait, vous avez pas de raison de rester toute seule. Vous avez vécu ce que vous avez vécu et vous savez, l'erreur que font beaucoup d'êtres humains, c'est de croire que ce qu'on a vécu va se reproduire. En règle générale, ça se reproduit toujours différemment. Oui, c'est vrai, mais parce que après lui, j'ai eu d'autres rencontres. J'ai vécu aussi une relation un petit peu 10 ans avec quelqu'un qui était marié, donc vous voyez, c'était pas non plus très. Et ce qui me gêne un peu, c'est de pas être bien dans des relations comme ça et d'avoir du mal à m'en sortir. C'est pour ça que oui, mais c'est pour ça que je revenais sur la culpabilité vis-à-vis de sa femme qu'il a perdue. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre dans votre rapport aux autres femmes. Il y a certainement quelque chose à comprendre, et ça vient évidemment de votre relation à votre mère, comme toujours. Mais ça, c'est une autre histoire et on pourra en parler une autre fois. Merci beaucoup, Carole. On fait une petite pause. On se retrouve avec le Sexo Conseil et puis on va continuer à parler des heureux hasards avec Gilles Le Gardinier. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, Gilles Le Gardinier, on va parler des fantasmes. En général, les fantasmes, on a tendance à croire que ça s'adresse uniquement à la vie sexuelle. Or, on peut fantasmer de devenir riche, de devenir célèbre, on peut fantasmer de faire le tour du monde. Je crois que c'est vraiment important de rappeler que le fantasme, c'est pas uniquement sexuel. Et c'est pourtant dans une émission où on parle beaucoup de sexe. De tuer quelqu'un. Oui, absolument. Oui, clairement. Ça peut être un fantasme. En devenant riche. Tant qu'à faire. Ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui de tuer quelqu'un sans être pris, avec l'ADN et tout. Moi, je vous conseille pas trop. Mais ça arrive encore, Ça arrive encore. Faut garder l'espoir, Brigitte. Oui. Bref, en tout cas, le fantasme permet de donner à sa vie un peu de relief, de sortir de la routine, et donc forcément, c'est intéressant dans la sexualité puisque ça permet de redonner du désir et le fantasme. Alors là, on va insister beaucoup après ce que vous venez de dire, Gilles Le Gardinier. Le fantasme n'est pas une obligation de passer à l'acte. Oui, heureusement, bien sûr. C'est important de le rappeler. Et en tout cas, qu'est-ce qui permet le fantasme? C'est notre capacité à imaginer. Et en général, quand c'est sexuel, un fantasme est excitant puisque souvent il est transgressif. On va
fantasmer sur quelque chose que a priori on va pas faire ou qu'on n'a pas le droit de faire, ou parce que si on fantasme sur quelqu'un qui n'est pas libre, qui est pas disponible, etc. Et puis on a tous nos limites, et je crois qu'il faut aussi, et on en parlera demain d'ailleurs, ce sera l'émission de demain, il faut aussi penser qu'un fantasme, c'est parfois quelque chose de tout simple. Ça peut être tout simplement de faire l'amour dans la baignoire, hein. Ça peut être un fantasme si on l'a jamais fait, mais ça n'en sera plus un après. Exactement. Après, ça n'en sera plus un. On est d'accord. Clair, surtout dans une baignoire. Mais ce qu'on constate quand même souvent, c'est que les fantasmes ont quelque chose de transgressif. Alors, par rapport à la culture ou par rapport à notre éducation. Et ça, c'est important de le comprendre. On reviendra évidemment dessus demain. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des fantasmes qui sont souvent par rapport à l'autorité, par rapport à la religion, par rapport à... on sait que des fantasmes de faire l'amour avec une bonne sœur ou dans une église, c'est un fantasme relativement courant, même s'il y a des gens qui ne se l'avouent même pas. Et puis le fantasme, il a aussi une fonction de libération, de réparation, de valorisation, à condition encore une fois de ne pas le confondre avec la réalité. Et si vous pensez ne pas avoir de fantasme, eh bien c'est important que vous essayiez de réfléchir sur des petits désirs fugaces qui parfois peuvent vous traverser, parce que là souvent c'est comme ça qu'on arrive à commencer à attraper nos fantasmes. Je vais faire ça alors. Voilà. Les fameux désirs fugaces. Et on retrouve Marie qui nous rejoint. Deux Marie, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Gilles. Bonjour. J'ai deux petites anecdotes à vous raconter sur le chemin de Compostelle. Oui, ben on y va, on y va, on vous suit. Ah oui, c'est une belle expérience. Alors, un jour, je marchais, je me suis blessé le pied de manière assez importante, et le lendemain, je pouvais pas trop marcher. Bon, je me suis débrouillée et arrivé dans une grande ville, je crois que c'était Lyon, en Espagne. Je croise des gens dans la rue, il me fallait trouver un hôpital. Donc, je croise une personne, je l'interpelle, je lui explique ce qui m'arrive, et elle me dit qu'elle est docteur et qu'elle travaille à l'hôpital. Elle me demande de sortir ma chaussure, ma chaussette. Elle m'a examinée, elle m'a dit ce que j'avais, ce qu'il fallait que je fasse. Bon, j'avais besoin de quelqu'un à ce moment-là. C'est fabuleux, parce que voilà, c'est juste la bonne personne à ce moment-là. C'est un heureux hasard, et c'est quand même une synchronicité extraordinaire. C'est magique. Je trouve qu'il y a plein de choses sur le chemin qui sont magiques. Et la deuxième histoire, c'était pareil encore sur le chemin. On a des sacs à dos dans le dos, on met le linge à sécher parce que le soir dans les refuges on n'a pas trop le temps. Donc moi je trouve une culotte par terre. Je vois deux jeunes femmes devant. Bon, j'ose pas les aborder trop. Je me lance et je lui dis, c'est vous qui mettez les linges, les culottes à sécher sur le sac à dos? Tout le monde fait ça. Elle me dit oui, pourquoi? Alors je lui montre la culotte, et puis elle s'adresse à sa copine, elle lui dit, oh, c'est ma culotte préférée en plus. Et elle avait trouvé mon bandana rouge que je porte sur mon poignet, c'est un porte-bonheur. Elle avait trouvé mon bandana et moi j'avais trouvé sa culotte. Ça aussi c'est beau. Ok. Faut pas confondre les deux. Encore un hasard quoi, mais un heureux hasard, je trouve ça très joli. Mais on va peut-être expliquer pour ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde ne connaît pas, hein, c'est le fameux chemin de Compostelle. Le tracé du pèlerinage qui date du Moyen-Âge, oui. C'est quand même un parcours initiatique extraordinaire, parce que je ne sais pas combien de kilomètres ça représente, mais c'est pas rien. Hein. Ça dépend où vous le prenez. Hein. Il part du nord. Ouais, je crois qu'il y a deux versions. Il part du nord de l'Europe et du nord de l'Allemagne, je crois. Ah oui, bah c'est quand même pas rien, quoi. Non. Non. Vous l'avez fait plusieurs fois, ou vous l'avez fait qu'une fois? Une fois, depuis le Puy-en-Velay jusqu'à Santiago de Compostelle, jusqu'à Moussia même. Oui, et ça représente combien de kilomètres? Je pense que c'était 1300, 1500, quelque chose comme ça. Je ne me trompe pas, oui. Mais moi, je l'ai fait en plusieurs fois. Hein. D'accord, vous ne l'avez pas fait dans la continuité, en fait. Vous avez fait des segments en plusieurs Exactement. fois. D'accord. Exactement, en plusieurs années. Ouais. Oui, parce que même si on est un bon marcheur, il faut le faire. Ah, oui.
Et puis c'est vraiment un parcours initiatique parce qu'on on peut pas emmener grand chose. On dort dans des endroits qui sont assez sommaires avec d'autres personnes. Mais je trouve que c'est un parcours qui peut nous révéler à nous-mêmes. Puis même si c'est un parcours, c'est un lieu où en fait des gens qui ont une mentalité particulière, une ouverture d'esprit particulière, une espèce d'appétence humaine se retrouvent. En fait, c'est presque un lieu. Tout le chemin est un lieu où en fait vous rencontrez des gens extraordinaires. Oui, il ne doit pas y avoir beaucoup d'influenceurs sur le chemin de Compostelle. Non, j'en ai pas rencontré. Et là, je vous laisse pas sur le chemin. Pardon ? Excusez-moi, j'ai pas... J'ai encore une histoire à raconter. Oui, allez-y, bien sûr, on vous écoute. Et alors, la troisième fois, c'était pareil, encore sur le chemin, avec mon fils Dan. Et on arrive dans un village, on n'avait plus de pain. Donc, il fallait trouver une boulangerie. Il n'y en avait pas dans le village. Donc, on repart, bredouille. Et juste au moment où on quitte le village, on voit un camion blanc. Et c'était un boulanger qui livrait tous les villages alentours et qui avait du pain. Ça aussi, c'était un hasard. Encore un. C'est plutôt joli. Ouais, c'est que des belles histoires, tout ce qui m'est arrivé sur le chemin. Après, c'est vrai que la marche révèle bien des choses, plein de choses. Quand on marche pendant toute la journée comme ça, on est seul avec soi-même. Et puis des fois on rencontre d'autres personnes aussi, c'est pas désagréable. Non, c'est un beau parcours. Enfin, moi j'ai trouvé très bien. À chaque fois dans des segments que vous avez fait, vous avez marché avec la même personne. Là, vous parliez d'avoir marché avec votre fils. Non, là j'ai marché le plus souvent toute seule et là mon fils était là cette fois-là, il est resté pendant 12 jours avec moi, après il est reparti et moi j'ai continué jusqu'à la fin. Il vous a pas manqué après, pardon de poser la question? Non, mais non, enfin il a eu des regrets de partir, mais bon il devait partir pour son travail et moi j'ai continué, mais j'aime bien aussi le faire toute seule parce qu'on fait ce qu'on veut, on va où on veut, on fait les photos qu'on veut, on rencontre les gens, on va vers les gens, ouais, on n'est plus libre encore tout seul, ouais, c'est pas mal tout seul. C'est intéressant. Ouais. Je l'ai fait aussi avec mon mari, avec mon fils. Et après, mes enfants l'ont fait. Moi, j'ai 4 enfants. Mes enfants l'ont fait entre eux. Là, il y en a 2 qui l'ont fait depuis le Puy-en-Velay. Ça leur a beaucoup plu, c'est sûr. Superbe. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on en ressort un peu différent. C'est ce que moi je ne l'ai pas fait, mais c'est ce que j'ai toujours entendu. Qu'on en retire quelque chose. C'est une aventure vers soi aussi, bien sûr. Oui. Et on a de la peine. Moi, j'ai eu beaucoup, pardon de vous couper. J'ai eu beaucoup de peine à chaque fois à quitter le chemin parce que c'est vraiment quelque chose de. On est hors du monde, quoi. On est vraiment hors du monde, oui. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal. Et plein de gens ont beaucoup de mal à quitter le chemin, à revenir. Oui, mais on est hors du monde tout en étant dans le vrai monde, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire quoi, évidemment, on n'écoute pas les infos pendant tout ce temps-là. On est loin de tout ce qui se passe dans le monde. Là, vous avez raison, mais en même temps, on rentre dans un monde qui est peut-être le monde de justement du roman de Gilles Le Gardinier, le monde de gens qui s'aident, qui sont reliés aux autres, les uns aux autres pour la même raison de vivre, quoi. Ouais. Voilà, c'est une histoire. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup de ces heureux hasards que vous nous avez fait partager. Merci, Marie. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on va conclure, Gilles Le Gardinier, avec Patrick qui est avec nous dans un instant. Mais je voulais rappeler ce roman que vous nous proposez, qui vient tout juste de sortir. Ça s'appelle La Compagnie des Heureux Hasards. C'est aux éditions Flammarion. Et c'est un livre qui raconte donc des gens qui s'organisent pour faire du bien à d'autres, pour qu'ils se retrouvent, pour que ça se passe mieux, etc., etc. Je vais pas raconter l'histoire parce que il s'en passe des choses. Et c'est vrai que c'est un livre qui fait du bien. Merci. Et qui donne envie peut-être de mieux regarder autour de soi tous les jours et d'être un peu plus indulgent avec la vie telle qu'elle est. Et de se dire qu'on peut soi-même changer les choses dans sa vie et dans la vie des autres. Parfois pas grand-chose. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour faire
pour faire du bien autour de soi. Tout à fait, oui. Exactement. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bonjour Gilles. Bonjour Patrick. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Vous voulez nous raconter la rencontre avec votre femme, c'est ça ? Oui, qui était un hasard et qui était justement dans un effet un peu collectif. Moi, j'avais passé, c'était il y a 8 ans, j'avais passé un été un peu compliqué sur Paris parce que j'étais en séparation depuis quelques mois et j'avais un ami qui lui n'avait jamais été en couple mais avait beaucoup d'amis IE et il me disait viens on va sortir. Donc tout l'été j'avais fait régulièrement des sorties avec lui et de fait je m'ennuyais souvent, le plus souvent dans ces soirées parce que je n'arrivais pas vraiment à m'incorporer dans ces groupes-là qui donnaient l'impression d'être très heureux d'être ensemble, mais étaient très vides, de mon point de vue, en termes d'échange. C'était très superficiel, où tout le monde donne l'impression d'être heureux, d'être content, etc. On parle de choses et d'autres sans vraiment parler à l'autre, ni écouter l'autre, ni parler à l'autre. C'était assez... et donc, fin de l'été, il me dit, on refait une virée, viens... On fait ça sur la place de Dauphine à Paris et rejoins-nous. Alors, j'ai failli dire non, mais je dis mais place de Dauphine c'est sympa, moi j'aime bien Paris. J'en profite parce que je suis de banlieue et je bouge, je me force un peu et j'y vais. Et lors de la soirée, il y a des jeux de pétanque qui sont organisés et dans mon équipe se retrouve celle qui est ma femme aujourd'hui. Et maintenant, je sais rétrospectivement qu'elle était un peu dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas très envie de venir, disant mais ce groupe d'amis-là, ce groupe de personnes en général, je me sens assez superficiel et j'arrive pas trop à m'incorporer. Et de fait, dans la soirée et dans l'échange que j'ai pu avoir, d'un seul coup, là, j'étais ailleurs. Donc, il n'y a pas un coup de foudre, mais en tout cas, une vraie rencontre de mon point de vue. En disant, ça, j'ai quelqu'un à qui je parle vraiment de moi et qui me parle d'elle et on a un échange et pas simplement sur la superficialité des choses tout en étant léger par ailleurs. Hein. Donc une magnifique soirée qui vraiment m'emballe. Arrive la fin de la soirée, il est 23h, les gens commencent tous à se séparer, se posent la question est-ce qu'on fait un after, est-ce qu'on va ailleurs, etc. Et là j'étais tellement content d'avoir fait cette rencontre, en plus j'avais le numéro de téléphone de ma future épouse, donc j'avais la suite dans ma tête en termes de pouvoir la recontacter, et je dis faut bien finir le truc, donc je vais pas m'imposer ou pas faire la personne qui attend la suite ou etc. Je dis que ce qui était vrai d'ailleurs, j'ai dû travailler le lendemain, que j'ai passé une merveilleuse soirée et je m'en vais en disant la bise et en disant ça serait quand même bien que je la revoie. Et donc sur le chemin du retour, je lui ai écrit un petit SMS qui retranscrivait un peu ce qu'on s'était dit dans la soirée en disant, puisqu'elle venait d'Ukraine, qu'il fallait absolument passer l'hiver en Ukraine et le printemps à Grenade, parce que j'avais parlé de mes origines espagnoles et de Grenade qui est magnifique au printemps. Donc j'écris ce petit message, tiens, tellement je suis content, je remonte le long du quai de la Seine, le long de la conciergerie, et au niveau juste de la conciergerie, j'ai le téléphone qui vibre, donc là mon cœur bat très fort, et je décroche et elle me dit juste merci et rentre bien. Et ce simple message rentre bien m'a mis dans un état merveilleux. Je me suis dit, rentre le téléphone, surtout ne réponds pas tout de suite, sinon ça va se voir que tu as quelque chose. Et c'était le début d'une très grande et une très belle histoire. Mais je dirais que ce qui était signifiant pour moi, c'est que ce groupe de personnes que j'ai côtoyé pendant l'été en général avait plutôt une vocation à échapper à la solitude, alors que peut-être que nous deux, on était... oui, normalement, ni l'un ni l'autre, vous n'auriez dû vous retrouver ce soir-là, voilà, puisque c'est pas votre groupe, enfin c'est pas vos amis, c'est pas les gens que vous appréciez particulièrement, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, oui. Exactement, on n'a pas, et c'est assez particulier que dans ces personnes-là, on soit l'un et l'autre présents. C'est un peu une erreur de casting, mais qui s'est bien passée. Patrick, les grands arbres poussent sur le terreau. Oui, et puis il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Oui, souvent c'est vraiment ce qui nous écarte du reste qui nous rapproche.
Voilà, c'est vraiment un joli heureux hasard, et bien sûr. Alors après, ce serait intéressant de savoir à quel délai vous avez estimé le temps où vous pouviez répondre au SMS de madame. J'ai fait ça le lendemain vers midi. Ok, donc vous avez été patient, mais pas trop quand même, Patrick, on va pas se mentir. Non, mais... Il faut pas être trop... Faut quand même montrer un certain intérêt. Et après, par contre, oui, ça a été un peu plus long. Hein. C'est-à-dire qu'en vrayé, je pense qu'on a mis 6 mois à se revoir quand même, 6-7 mois. Et 2 ans pour se mettre ensemble. Vous voyez, ça a été. Je vais faire court, mais c'était un temps long. Oui, mais parce que vous aviez vous étiez pas dans le même pays, pas dans les mêmes régions. Enfin, c'était compliqué, j'imagine, d'après ce que j'ai compris. Non, on vivait tous les deux à Paris, mais je dirais presque, vous voyez, les films de Noël qui nous font tous rigoler, je l'ai vécu, donc maintenant je rigole moins dans les films de Noël. J'en ai été moi-même l'acteur principal. Il y avait de la neige ? Pas loin de ça, oui. Non, on s'est mariés le 17 décembre, il y avait de la neige, etc. Et on n'a pas vraiment tout ça fait exprès, programmé à chaque fois. D'ailleurs, c'est en septembre qu'on se dit, tiens, ça serait bien qu'on se marie. Et on se marie dans 2 mois. Et on a organisé un merveilleux mariage en 2 mois, et c'était le mois de décembre. Superbe. Vous êtes toujours ensemble, donc ? Oui, ça fait 8 ans. Et superbe. On a eu, depuis 3 enfants. Magnifique. Et justement, sur le hasard, il y a un hasard quotidien ou régulier qu'on a, c'est la rencontre avec la Lune. C'est-à-dire que moi, toujours, quand je vois la Lune, je suis à chaque fois émerveillé. Ça peut paraître un peu pouillon, un peu bébête, mais j'ai un moment toujours d'un peu d'extase. Il y a la Lune. Et sauf que quand on est à Paris, il y a on la voit pas beaucoup à Paris. Il faut vraiment la chercher. Oui, c'est vrai. on n'a pas d'horizon parce qu'il y a des immeubles. On a beaucoup de nuages souvent, donc c'est rare. Donc à chaque fois, je suis assez heureux. Et de fait, avec mon épouse, elle aussi a ce type de réaction. Et ce qui est très drôle, c'est que mes filles l'ont aussi maintenant. C'est que dès qu'elles voient la Lune, papa, la Lune, regarde. Parce que vous les avez éveillés à ça, j'imagine. Exactement. Alors j'ai une autre version, vous êtes une famille de loups-garous. Ah. Soyez heureux. Mais c'est la capacité d'émerveillement quotidien. Je pense que parfois, oui, il faut laisser le hasard nous guider, nous apporter des cadeaux, mais par contre, rester attentif. Vous avez raison, mais il faut être capable de l'accueillir. Vous avez raison, complètement. Et puis, la Lune, elle fascine depuis la nuit des temps. C'est quand même quelque chose et les étoiles aussi, ça reste. Alors après, est-ce que c'est notre inconscient collectif ? Est-ce qu'il y a quelque chose à y voir, quelque chose d'ordre de la spiritualité ? Qu'importe, chacun y mettra le message qu'il veut, mais c'est pas anodin. En plus, elle change de quartier. Pendant tout. Et puis, quand on voit, moi j'aime bien toujours voir les synchronicités, quand on sait que le cycle féminin fait 28 jours comme la Lune, tout ça, ça me paraît, c'est peut-être pas Dieu, mais en tout cas, ça a été quand même bien inventé. Ou en tous les cas, on a donc notre divinité propre qui nous permet de s'énerver de ça et de le remarquer. Oui, et puis ça nous fait du bien, donc profitons-en. Enfin, je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui n'y croient absolument pas et qui considèrent que c'est juste un astre qui, en plus, depuis qu'on a été dessus, on a vu que c'était pas très beau. Mais si ça nous fait du bien, on fait de mal à personne. Donc, admirer la Lune, ça vous fait du bien. Continuez, surtout continuez. Et puis, bravo d'avoir transmis ça à vos enfants qui vont le transmettre aussi peut-être à leurs enfants, et puis voilà. Et ça me rappelle une phrase d'Oscar Wilde qui dit: nous avons tous les pieds dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. Et voilà, c'est une phrase qui m'a toujours marqué aussi. Cultiver cultiver cet esprit. Qui permet, parce que c'est pas dire qu'on est supérieur ou inférieur, ou qu'on a un esprit particulier, mais c'est une capacité d'émerveillement. Et j'en discutais récemment avec des amis, on parlait d'intelligence, de conscience, etc. Et je leur ai dit, on dit souvent science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense que connaissance ou intelligence sans émerveillement, finalement, ça reste très fade. Votre propos est super et boucle joliment avec ce que disait Brigitte en début d'émission, c'est qu'il y a le regard qu'on capte, mais il y a ce sur quoi on pose le regard. Eh bien, merci de conclure formidablement bien. Et après, on ne pourra pas dire que les hommes n'ont pas aussi cette sensibilité-là. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Patrick. Merci, Gilles Le Gardinier. Ça s'appelle La Compagnie des Heureux Hasards. Si vous avez aimé
l'ambiance de cette émission. Vous aimerez certainement ce livre. C'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci infiniment. Et puis tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Demain, nous serons avec Maud Serpin et on va parler des fantasmes. Alors, un peu plus peut-être des fantasmes féminins, puisque le Maud Serpin s'est beaucoup appuyé sur son étude sur les fantasmes féminins, mais on parlera aussi des fantasmes masculins. Puis de toute façon, ça intéressera forcément les hommes. Sud Radio, c'est vous qui donnez